dictionnaire du littéraire sous la direction, avec d'autres, d'Alain Viala, en particulier sur la définition du mot écrivain et d'autres choses. Alain Viala, c'est un gars qui a marqué le paysage. Maintenant, il vit à Oxford, c'est chercheur là-bas, par un livre début des années 80 qui s'appelait « Naissance de l'écrivain ». Le mot écrivain, étymologiquement, il y a longtemps qu'il est là, mais comment il se sépare de l'auteur, et comment il se sépare de l'auteur à mesure que la fonction prend une interaction sociale, politique, symbolique, et encore un peu plus tard, esthétique. Et tout ça se passant évidemment principalement au moment de Racine et Boileau. C'est-à-dire que tout d'un coup, là où Viala a cassé la baraque, c'est dire, avant le XVIIe siècle, le mot écrivain n'existe pas. En tout cas, il n'existe pas en tant que tel dans la tête des Rabelais, des Montaigne. Mais une fois qu'il existe, ça veut dire qu'il est posé historiquement. Ça veut dire que quand il devient industriel avec la presse au XIXe siècle, avec le feuilleton, eh bien, c'est cette histoire qui continue. Et une histoire qui commence et qui continue, ben, c'est souvent une histoire qui a une fin. Et Alain, c'était un petit, pour ça là, je réagis aujourd'hui. C'était un petit message sympa. Oh, c'est pas le genre à envoyer des messages souvent, mais on a quand même quelques bagarres ensemble dans le temps où les deux ministères, Éducation nationale et Culture, étaient réunis. Il y a eu une toute petite fenêtre comme ça où on a pu sérieusement parler d'écriture créative. Oh, vous inquiétez pas, ça n'a pas duré longtemps et on en a payé, boum, les coups de bâton bien derrière la tête. Pas grave. Alors il m'envoie un petit mot en disant qu'il était dans un colloque à tel endroit et puis que tout d'un coup, les gens disaient mais pourquoi ce milieu littéraire, on dirait qu'il devient comme une vieille pièce où plus personne entre ni vient ouvrir les fenêtres et puis qui se rabougrit sur lui-même. Et lui il dit bon, je leur ai quand même dit qu'il y en avait quelques-uns qui essayaient de le bouger, le milieu littéraire. Et là, ça m'a fait en même temps sourire parce que c'était amical, sans se dire, mais oh non, il y a longtemps que ce qu'on fabrique sur le web ne les dérange même plus. Puis deux, est-ce que pour moi, ce serait ça, le milieu littéraire, qui serait un destinataire ou un justificatif de ce qu'on essaye de brasser dans la ciboulette ou justement en essayant de déplacer un peu notre façon de raconter des histoires. Sur quel fond ? Sur le fond de est-ce que le livre c'est la même chose ? Est-ce que ce statut symbolique du livre dans sa hiérarchie verticale, auteur, éditeur, éditeur, imprimeur, imprimeur, distributeur, distributeur, diffuseur, distributeur, libraire et faites passer la sauce, les services de presse, les suppléments littéraires des journaux, la petite chronique dans l'hebdomadaire, etc. La radio de service en parlant avec componction sur les tables avec micro des grandes radios nationales où on fout plus jamais les pieds. Mais ce petit truc, c'est vrai que des fois, t'aurais tellement de tendresse pour l'ancien univers du livre que cette petite chose qui est en train de se rabougrir, t'as envie de le prendre dans tes bras et de dire attends, je vais te faire traverser le fleuve, je vais t'emmener ailleurs où il fait bon. Ah ouais, mais ça marche pas pour personne et même nous, on n'a plus la recette même pour nous-mêmes. Moi, je suis conscient de la chance que c'est, même si moi je suis plus d'Atlantique ou de l'urbain, pas de cette Loire qui n'a jamais été la mienne, mais évidemment d'avoir ça dans son kilomètre de l'attestation obligatoire, c'est quand même une chance.
il y a une épaisseur de l'eau, translation, il y a ce qui est sombre et ce qui est dedans. C'est notre part de rêve. En plus, c'est patrimoine UNESCO ici, jusque dans l'entrée de la ville. Donc en repensant à ce mail d'Alain, enfin c'était rien, c'était 2 lignes et demie, quoi, un petit salut amical. Cette notion de milieu littéraire, c'est ce qui continuait de me travailler. C'est-à-dire dans le milieu littéraire, trouver une accroche dans cette grande mutation qui touche le statut même de comment on lit, comment on s'y prend pour lire, comment on va chercher le savoir qu'on cherche dans les livres, ou comment on va chercher du récit, comment donc Internet se substitue à l'ancienne accumulation de la bibliothèque. C'est-à-dire que dans l'intérieur du milieu littéraire, tout ce que tu peux tenter d'attraper appartient au milieu littéraire. Ou alors, si ça en sort, c'est plus sur leur logique et leur discussion. La phrase qui me revenait, c'est une phrase qui m'a toujours émerveillé de Stephen Hawking. L'univers est un objet fermé, sans bord ni frontières. Mais quelque part, en tout petit, le milieu littéraire est un objet fermé, même s'il n'y a pas de bord et pas de frontières. Quelqu'un qui rentre dans une librairie, qui tombe sur un livre miracle, ou chez un bouquiniste, on franchit la frontière et on repart. Mais tous les procès de validation, de logistique, le poids économique, institutionnel, ça, c'est de cet intérieur où n'importe où que de cet intérieur, ils essayent de tendre la main et attraper un autre bout, c'est toujours à l'intérieur. En essayant de m'endormir hier soir, parce que ça met longtemps et c'est pas facile, je déclinais toute la liste de mes copains auteurs, en 35 ans de publication, ça en fait, et puis des choses solides, des choses fraternelles. Alors évidemment, tu as ceux qui sont là sur Facebook. Alors Facebook est un extérieur où, comme la ville, dans la ville, tu as le plus beau et le pire, tu as le massif dominé, exploité, sali, ravalé, et puis tu peux avoir le musée des Beaux-Arts. J'ai jamais demandé à Facebook ou à l'Internet en général d'être autre chose que cette définition générale de la ville. C'est juste un peu plus compliqué parce que les canards qui se foutent de moi. Tenez, canards, je vous lance du pain virtuel. Est-ce que le web, c'est du pain virtuel à des canards d'hiver? C'est pour le gars qui regarde mes vidéos, qui s'appelle Terrac, qui est verbal, et qui des fois montre les canards là, chez lui. Moi j'ai les miens aussi. C'était un intermède et il chante. Alors Facebook, l'autre jour j'en parlais, le paradoxe, c'est que ce qu'on propulse, nous, c'est les contenus qu'on apporte qui déterminent en gros le positionnement de l'algorithme par rapport au contenu qu'on va recevoir. Ce qui fait que mon mur Facebook, c'est un régal de contenu, de discussion, d'échanges. Alors ceux-là, ils sont là. Et c'est pas forcément ceux qui étaient le plus proches de moi dans la démarche littéraire. Mais tous les autres. Alors autrefois, il y avait cette régulation par le milieu. Tu avais tous les 15 jours la quinzaine littéraire avec des colonnes de courrier, d'échanges. Wow, tu sortais une tribune dans Libération, quelque chose que tu signais à 10 ou 15. Wow, maintenant tu vas sur change.org. Alors milieu littéraire veut dire que ceux qui ne s'appuient pas de l'extériorité pour essayer de mettre en cause ou en question ou en mise en avancée leurs usages de l'écriture, du littéraire, tout ce qu'ils peuvent attraper, c'est l'intérieur de cet objet mou. Et c'est très étonnant pour moi comment, il y a encore 10 ans ou 15 ans, le monde des auteurs pouvait agir, se présenter comme intellectuel collectif, comme jeu pluriel d'esthétique collective, et que ça survit par poche.
Vous prenez Instagram, prenez l'Instagram d'Anne James Chaton et vous allez voir se reconstituer toute une petite galaxie de performeurs, d'intervenants. Mais on est dans le ponctuel, dans le parcellaire, et par un gars qui a choisi d'être à la fois dans le livre, mais dans la perf, mais dans les arts visuels. C'est juste ça, cette chose floue que je voulais tenter d'aborder. Clap 2, c'est pas Clapton. Mon dictionnaire du littéraire. Il y en a des articles. Ce qui est bien, c'est que est-ce qu'on a besoin de s'interroger sur ce qu'on fait? Pas forcément, c'est même des choses tellement simples. Édition, publication, tragédie, poésie, histoire, bibliothèque. Mais dès lors qu'aujourd'hui, tout est mis en tremble, j'allais dire, on a besoin de regarder même les choses simples. Culture, dialogisme, édition, écriture, écrivain. Le nom d'écrivain s'est appliqué à des rôles sociaux qui varient dans de différentes cultures et à différents moments de l'histoire. Le terme du latin scribanus, celui qui écrit, a au départ une application large et désigne quiconque écrit, y compris le scribe, doublé lexical d'écrivain, et l'écrivain public. Il a longtemps existé une corporation des écrivains jurés à l'époque moderne, à partir du XVIIe siècle. En une acception spécifique, il désigne l'auteur d'une œuvre littéraire reconnue. Ainsi, l'écrivain assume toujours la part matérielle du travail de l'auteur, mais dans le domaine littéraire a une part symbolique spécifique et prestigieuse de celui-ci. La décision personnelle d'un auteur ne suffit pas à le consacrer comme écrivain. Cette qualité est soumise à évaluation permanente de la part du public comme de celle des pairs, voire à polémique. On distingue les petits écrivains des grands ou des vrais écrivains, même si à la différence de poète, voire de littérateur, le terme écrivain n'est jamais assorti de connotations péjoratives dans l'usage courant. Mais l'attribution de la qualité d'écrivain recoupe la diversité des façons de concevoir la littérature. Extensive, elle peut s'appliquer à tout auteur de fiction ou d'essai, fût-ce dans les domaines du roman policier, sentimental, de la science-fiction. Distinctive, elle est restreinte aux auteurs reconnus comme des artistes du verbe. Elle n'est jamais fixée a priori et dépend de consensus qui évoluent constamment. L'histoire des écrivains est liée à celle de l'écrit, et au-delà des conditions de production et de circulation des idées. Dans les sociétés où l'écrit est une compétence réservée à une minorité, l'écrivain fait partie de la classe des lettrés. Il peut être l'écrivain public qui rédige l'information qui lui est transmise oralement, ou l'écrivain rattaché à une tradition savante, scribe au service de l'administration, comme dans l'Égypte ancienne, secrétaire d'un grand homme, professeur, copiste de textes sacrés et éventuellement auteur de littérature. Dans la société médiévale, l'écrivain est d'abord un clerc et un copiste. Il peut être aussi un ménestrel, mais il n'est pas considéré comme un auteur, encore moins un créateur. Ce mot est alors réservé à Dieu. Pour parler de création littéraire, on emploie alors plus souvent le terme de poète. Dans la période moderne, de la Renaissance aux Lumières, avec l'essor de la publication par l'imprimé, de l'édition, de la diffusion massive des œuvres, la littérature est progressivement reconnue comme une activité spécifique. Et donc, reconnue aussi la qualité sociale de l'écrivain comme homme de l'art verbal. Le nom d'écrivain se spécifie pour qualifier celui qui écrit avec art et se distingue ainsi d'auteur, plus général, et de poète, plus limité. Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin est toujours quoi qu'il fasse un méchant écrivain. Boileau, Art poétique, 1674. C'est au XVIIe siècle, avec l'élargissement du public citadin,
le prestige de l'artiste des mots et un marché littéraire public se sont trouvés associés, ce qui a permis à quelques auteurs de commencer à tirer de leurs écrits des revenus autonomes. C'est ainsi que le terme écrivain est devenu courant pour désigner celui qui écrit avec art et s'occupe de littérature. Dans cet usage, écrivain remplace poète, qui se spécialise dans la distinction entre poète et prosateur. Comme le terme littérature, de son côté, se détache de son sens ancien de savoir, des valeurs de création, d'originalité, de propriété intellectuelle, s'agrège à l'emploi des mots littérature et écrivain. Le statut des écrivains se modifie alors en liaison avec l'apparition de nombreux lieux de rencontre pour ceux qui sont publiés ou veulent l'être. Les académies, la presse, les salles de théâtre permanentes. Le nombre des écrivains s'accroît, des carrières d'écrivains avec des étapes obligées se déroulent dans un réseau d'institutions dont l'Académie française. Les écrivains perçoivent plus fréquemment des droits d'auteur, leur propriété s'affirme progressivement au XVIIe et au XVIIIe siècle. Cet ensemble de facteurs constitue le contexte propice à la naissance de l'écrivain, définition d'Alain Viala. Ce qui est bien, c'est qu'on vous fournit même les sièges ici. Hop là! Je préférerais conduire un tracteur, mais au moins je peux conduire ça. Ah, ce que je lui ai répondu à Alain Viala, c'est que j'ai pu avoir une période un petit peu de deuil de cette régularité éditoriale, de j'allais dire, l'appui symbolique que ça te permettait, bon, c'est pas ça qui mettait le beurre dans les épinards, comme m'aurait dit ma grand-mère. Oh, mal au dos. Trop dans la piole tout le temps en ce moment. Non, c'est le glissement vers une activité web où je me sens bien, parce que c'est là que je vois que la langue bouge, que la langue fonctionne, du moins que la langue prend risque et que il n'y a plus non plus forcément ces cloisons de métiers. Je parlais récemment aussi là, de ceux qui filment. Bon, c'est très proche, mais il y a ceux qui vont sur scène avec leurs mots, ou la danse. Côté Jean-Michel Espitalier, c'est très proche. Et la question du livre, c'est pas qu'on l'oublie ou qu'on la relègue ou qu'on la déporte, c'est qu'elle ne peut garder sa pertinence ou sa validation qu'à condition, là, de surgir de cet écosystème qui part du partage et qui part d'un concept de publication. Là, il y a des tas de boulot là-dessus. C'est-à-dire, si on regarde non pas l'objet livre, mais le concept de publication, alors à ce moment-là, tout se positionne autour. Les usages anciens de correspondance, prenez les Flaubert, les Baudelaire, ça devenait usage littéraire, voire le livre, le roman épistolaire, comme l'Émile de Rousseau ou la Nouvelle Héloïse, je ne sais plus, ou les liaisons dangereuses de Laclos, mais les correspondances de l'auteur ne s'agrégeaient à l'œuvre qu'une fois que l'œuvre avait établi sa valeur symbolique. C'est-à-dire que cette multiplicité de pratiques, les dessins de Baudelaire, les dessins de Kafka, les appels téléphoniques de Marcel Proust ou ces pneumatiques, ça a toujours fait partie des pratiques langagières en amont autour de l'œuvre, comme aussi l'observation, le regard, la documentation. Simplement, le livre avalait tout parce qu'il était le seul capable d'assurer la reproduction à l'identique et d'assurer la constitution symbolique. Alors, est-ce que le web nous dote de cette constitution symbolique? Ben, pas encore. On flotte. On flotte, mais est-ce qu'on a besoin de cette... vous savez, comme on dessinait autrefois, là, tu veux faire avancer un âne, tu mets une carotte sous une ficelle, puis le bâton, et tu la tiens devant l'âne. Bon, ben, on n'en est plus là, les potes, quoi. Alors, pourquoi tu fais ça? Ben, tu fais ça parce qu'il faut le faire. Pourquoi tu vas causer 10 minutes sur un copain qui t'envoie un mail
il y a quand même des mecs comme toi qui bougent le milieu littéraire, et toi tu dis, bah non, hein. Il y a longtemps que je ne le bouge pas, de toute façon il n'a pas envie d'être bougé par des mecs comme moi. Et moi, j'ai fait mon chemin ailleurs encore. Je vais juste finir là-dessus. On est bien là pour ça. J'ai reçu ça par la poste avant-hier. C'est tout petit, ça venait de Belgique. Et dedans, il y avait deux petites... appelons ça brochure ou appelons ça livre? C'est juste, ça tient avec une agrafe. Par contre, la mise en page est remarquable. Par contre, le graphisme de la couve est remarquable. Il s'agit d'un gars, Jérémy Tolomé, dont moi j'ai fait la connaissance par les réseaux, parce que dans son coin, Charleroi, pourtant pas fastoche, ce vieux coin industriel, ces vieilles villes d'ancienne Flandre, tellement marquées de guerre ou tout ça, c'est une région qui m'impressionne beaucoup. Chaque fois que j'y vais, Namur, Liège, Charleroi, ils organisent des soirées slam. Et ça, il y avait des directs sur Facebook. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu vois apparaître ces trucs, tu as le micro, puis le gars qui vient et qui lit son texte, et ça bouge, et ça bouge, et ça bouge. Alors ils appellent ça slam. Moi je veux bien, est-ce que j'ai besoin de slam? Non, ce qui m'intéresse, c'est que tu as du collectif, tu as du partage d'écriture, et que l'écriture revient directement à là d'où elle est issue. Et idem, alors ce qui était marrant à suivre, c'est que ça, tu le payes 2 €, tu rajoutes 2 € de timbre, je vous mets le lien juste en dessous. C'est un texte fabuleux. C'est... Combien il y en a? 13, 14, 15, 14. 14 chapitres, juste sur un thème. C'est un bled, c'est une fabrique à cercueil. Cercueil, c'est en bois, ça tombe bien là-bas, c'est plein de forêts. Tous les soirs, les habitants ouvriers de la fabrique à cercueil se retrouvent dans les bars. Ensemble, ils rejouent la journée de travail passée et anticipent celle à venir. C'est cette mission du langage mis en auto-réflexion. Il n'y a pas d'autre définition pour la littérature. Et il se passe quoi? C'est-à-dire, toi, tu as confiance parce que les gars, tu les as vus suer sur scène. Tu dis, 2 €, putain, tu veux faire un PayPal de 2 € plus 2 € de timbre. Ah bah t'en fais venir 2 et t'en offriras un. Pas vous aurez qu'à vous le commander. Mais tu tombes sur un texte qui est lumineux. En plus, qu'est-ce qu'il a fait pour la sortie? Il a demandé aux gens, est-ce que vous voulez m'envoyer une lecture? Il a mis à disposition le PDF d'un chapitre. Attendez, voilà, j'avais lu le chapitre 3, ici même d'ailleurs. Voilà. Poème 7, l'oiseau rêve. Parfois, je rêve que je passe à côté de ma vie. Je rêve de choses simples. Je rêve que j'ai le temps de faire de l'art. Je plonge les mains dans la glaise colorée. J'utilise un tour à bois acrylique. Je me plonge dans l'odeur de sueur du bois que j'ai moi-même scié. J'écris des mots qui n'existent pas. Des mots que j'ai moi-même sciés. Parfois, je rêve du silence. Je rêve de ma légende personnelle. Je rêve que j'ai le temps de regarder des films. La main dans un saladier de pop-corn fait maison. Je rêve que je regarde mes enfants grandir. Je rêve que je mange les tomates de mon jardin, des tomates que j'ai moi-même sciées. Je rêve qu'elles sont plus juteuses, etc., etc. Alors, est-ce que ça, dans le circuit, il y a des éditeurs fabuleux en Belgique. Je pense à Jean-Louis Massiot, édition Carnet du dessert de lune. Ça aurait été fabuleux au dessert de lune. Mais Jean-Louis, je vois bien comme ça rame dans le milieu littéraire. Aller dans les salons, être là pendant 2 jours et puis attendre que les gens viennent, tripotent et veuillent bien éventuellement te l'acheter. C'est ça qui s'use. Qu'est-ce qu'il a fait, Jérémy et sa bande? J'allais dire sa gang, comme au Québec. C'est sur l'étiquette. Maison de la Poésie, 8 Place des Cloîtres, 4540 à Mai. Il y a un site, maelstromrevolution.org. C'est-à-dire que sur Facebook, pareil, tu les suivais quand ils ont imprimé le texte, quand ils l'ont plié, quand ils l'ont agrafé. Et puis, c'est marrant, quand vous allez sur le site, si vous êtes à l'étranger ou si vous êtes en Belgique, vous commandez avec 2 €. Mais voilà qui vous dit aussi, si vous habitez Charleroi, je vous le porte à vélo. Ça, moi, tout d'un coup, non, mais tu me vois, moi, dire si vous habitez Tours, je vous emmène mes bouquins. Non, j'aurais trop peur, je vais quand même à la poste. Mais
Est-ce que ça fait bouger le milieu littéraire? Non. Est-ce que ça nous donne des indications qui seraient valables pour tout le monde dans cette logique du web, de la performance, du collectif, de la prise en main, nous-mêmes, de la fabrication, de la diffusion et du partage? Non. Est-ce que ça nous sauve quand même? Oui. Pourquoi ça nous sauve? Parce que la littérature. Tiens, je vais l'envoyer à Alain Viala en remerciement. Jérémy Tholomé, La Fabrique à cercueil.